Salut à tous, aujourd'hui on accueille Emilien Leclerc, un entrepreneur dans le domaine du conseil qui va nous parler de ses réussites, mais aussi de ses échecs et ses différentes expériences dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi je suis ravi d'être là, je m'appelle Emilien, j'ai 38 ans, je suis papa de 3 enfants. J'aime bien commencer par ça parce que on se présente toujours par ce qu'on fait, son boulot. Mais je suis d'abord un papa. Je suis entrepreneur, j'ai entrepris et monté des boîtes avec des succès mais aussi des échecs. Et aujourd'hui, je reprends une activité plutôt indépendante et remonter des structures d'entreprise qui sont orientées sur le conseil et l'accompagnement dirigeants dans leur stratégie commerciale marketing. Ok, ma première question, un peu générale, mais à quel âge est-ce que tu as lancé ta première entreprise? Et donc, tu fais du conseil aujourd'hui, ouais. Comment est-ce que tu t'es senti légitime quand tu as commencé à vendre du conseil? Ça a démarré à 28 ans pour moi. Donc presque sorti d'école, mais pour revenir un petit peu à ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, je pense que en faisant une école de commerce, j'avais toujours en tête l'idée de un jour monter ma boîte. Okay. Par ma personnalité, par envie de liberté, indépendance, tout ça. Et pour être très sincère, quand je suis sorti d'école de commerce, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais vraiment, j'étais largué, j'avais fait des stages dans plein de secteurs et rien ne me convenait. Je suis rentré dans une société de conseil au départ, à Paris. J'ai fait 2 ans. J'ai découvert des trucs géniaux, dont un logiciel qui m'a permis en fait, de me dire « Ok, bah, c'est ça que j'ai envie de faire ». Donc en fait, j'ai appris en fait, le métier que j'allais faire demain en rentrant dans le cadre de l'entreprise, dans une société de conseil. Je me suis vite aperçu c'était pas forcément fait pour moi d'être salarié, de rentrer dans un moule professionnel. J'ai changé de boîte en rejoignant une boîte un peu plus spécialisée dans un domaine d'expertise qui me plaisait. Pareil, j'ai refait 2 ans, ça ne me reconvenait plus et je me suis surtout dit, mais ce que je fais là aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire pour moi, quoi, pour mon compte, en fait, tout seul. Et finalement, c'est venu assez facile. Ça a conjugué en fait mon envie de monter un jour ma boîte et puis la prise de conscience qu'on peut le faire, quoi. On parlait de peur ensemble. Ouais. Et c'était un peu l'impression de sauter sans filet. Mais c'est excitant, quoi. Ouais, parce qu'à 28 ans, là, du coup, tu quittes un travail dans une société de conseil où normalement, voilà, c'est bien payé. T'es bien payé, tout va bien, t'as un confort. Et puis on te dit, t'es fou. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, comment, malgré les gens qui te disent, ok, t'es fou, tu t'es dit, non, bah, ok, ça vaut quand même le coup? Bah, en fait, je pense que... Je sais pas. En fait, je pense qu'il faut un peu de cette folie-là, mais j'ajoute aussi le fait que, en fait, je quitte mon taf. Je vais devenir papa, donc voilà, des responsabilités, et puis là on peut dire mais t'es fou, quoi, c'est pas sérieux. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est de se dire mais en fait ça va aller, quoi. En fait j'ai confiance en moi, en fait si j'ai confiance en moi, en fait rien ne peut m'arriver, ou il peut tout m'arriver, et puis de toute façon j'avancerai. Et il faut se lancer, en fait. Il faut simplement se lancer et puis on verra ce qu'il en retourne. Mais à partir du moment où, globalement, tu as une tête bien faite, que tu travailles et que tu te mets en action, en fait, il ne peut que se passer des choses positives. En fait, ouais, c'est ça, c'est entre rien et 1, pas 1000, mais 1, il se passe déjà quelque chose de différent. Là, demain... tu dois recommencer ça, est-ce que tu ferais du salariat ou pas? Est-ce que c'est bien de commencer en étant salarié? J'ai pas de bonne réponse. En vrai, moi, ça m'a convenu pour me dire que je peux avoir des notions, on va dire, de commerce. Je voulais porter à un moment une casquette un peu commerciale. Je voulais porter une casquette de conseil. Et du coup, j'ai porté ces 2 casquettes dans les 2 premières entreprises que j'ai faites. C'était mon parcours. Il y en a qui se lancent en fait et qui démarrent tout de suite et c'est totalement possible. Il y a des superbes histoires où en fait
bah, tu démarres en fait. C'est juste l'énergie qu'on va mettre dans un projet et le fait de démarrer, quoi. Et c'est bien d'avoir un bagage quand même ou pas forcément? Alors c'est top, hein, quand on a un bagage d'école de commerce, c'est cool parce qu'en fait, globalement, on n'apprend pas forcément des trucs théoriques ou c'est pas ce qu'on apprend à l'école qu'on va mettre vraiment en pratique dans le cadre de l'entreprise, mais ça aide énormément à avoir le bon jugement, la bonne appréciation des choix qu'on va faire demain, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, en fait, quand tu démarres, tu vas forcément rater plein de trucs. Tu vas te planter plein de fois. D'ailleurs, la première entreprise qu'on a plantée, la première entreprise qu'on a démarrée, on l'a plantée, quoi. Mais littéralement, au bout de 6 mois. Et on se dit, bon, bah, on fait quoi, là? Ben, en fait, c'est une itération pour faire quelque chose d'autre, mais à partir du moment où on déploie l'énergie, on se dit, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que ça marche. Bah, c'est parti, quoi. Et après, plusieurs échecs ou après un échec, on fait les choses un peu différemment et ça avance et ça marche comme on a envie, que ça marche. Et parfois, bah, on provoque cette chance pour que parfois on aille au succès. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans un monde professionnel quand tu commences et surtout, bah, voilà, seulement 28 ans ou la plupart, bah, y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont ont un certain âge, qui ont un certain bagage justement aussi. Non, c'est pas difficile. Ce qui est amusant, c'est plutôt la perception des autres. Savoir que tu es perçu différemment, en fait, quand tu es un salarié que quand tu es un chef d'entreprise ou quand tu es un entrepreneur. Pas dur à surmonter de voir que bah, y en a, demain ils vont te prendre pour un petit genou, qui vont peut-être pas te prendre au sérieux, tu vois. Au contraire, en fait, ce qui est amusant, c'est que quand j'étais salarié, j'étais un simple commercial et du jour au lendemain, je suis devenu un entrepreneur, un chef d'entreprise. À l'inverse, en fait, la perception, elle s'en trouve améliorée. Après, l'expérience, elle n'attend pas les années. On peut avoir un fort domaine d'expertise super jeune et puis avoir nourri une expertise pendant des années. Mais forcément, l'expérience, le nombre d'événements qu'on rencontre et la manière dont on l'appréhende avec le temps, elle permet d'avoir des réflexes, d'aller plus vite, etc. Mais l'expérience et le talent, on n'attend pas les années. Donc, en fait, il faut y aller, quoi. En vrai, il y a même toujours une bonne excuse pour pas y aller. Je suis trop jeune, j'ai pas d'argent, ou justement j'ai de l'argent, je veux pas le quitter. Je ferai ça quand j'aurai 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas de règle, quoi. Est-ce que du coup, il y a un élément qui t'a poussé à te lancer? Ouais, c'est peut-être pas bien de le dire, mais j'aimais pas avoir de patron. Ouais. Ah bah, c'est une excuse qui est valable. Hein. Je pense que le fait d'être simplement un élément parmi une chaîne, ça me plaisait pas. Ou d'être pas forcément reconnu pour le travail qu'on fait. Ou d'avoir toujours des contraintes pour progresser, pour faire plus ou prendre plus de responsabilités, dépendre des autres. C'est très, très dur. En tout cas, c'était dur pour moi, tu vois. Demander la permission de faire quelque chose ou d'avoir plus de responsabilités, c'est un non-sens, en fait. Ouais, bien sûr. C'est un non-sens. Moi, ce qui me plaît, c'est entreprendre et puis voir, tester. Mais avoir une restriction dans le cadre, c'est dur. Ouais, c'est plus dur à supporter. Il faut être aligné avec le sens qu'on a envie de décrire. En fait, le temps, il passe. Hein. Le temps passe, donc en fait, faut donner du sens à ce qu'on fait. Et plutôt on arrive à aller dans cette dynamique, finalement, plus on est heureux, quoi. Comment est-ce que tu perçois l'échec? Tu parlais d'échec tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est important, alors peut-être en France, peut-être pour les jeunes éventuellement, d'apprendre à le voir différemment, cet échec? Je pense que c'est bien d'en vivre. C'est bien d'en vivre. Parce que, d'ailleurs, en fait, c'est pas que c'est bien d'en vivre, c'est on en vit tous des échecs. Personnels, professionnels, ça fait partie de la vie, en fait. Je le perçois avec le recul comme une épreuve qui fait avancer. Sur le moment, c'est dur, hein, on prend cher et puis on se demande comment on va s'en sortir, quels vont être les leviers. Et ouais, c'est un apprentissage qui fait qu'en fait, quand on prend plusieurs échecs, on perçoit avec le recul que c'est un apprentissage. Et
Et je pense que s'il est vécu avec authenticité, c'est-à-dire aligné avec ses valeurs, en fait, l'échec en fait, te permet de prendre du recul et de dédramatiser la situation. En fait, rien n'est jamais vraiment très grave, en fait. En fait, voilà, pyramide de Maslow, hein, est-ce que tu peux manger, boire, dormir, avoir un toit? Si ça c'est couvert, en fait, faut relativiser, hein, quelque part. C'est une voie, parfois ça marche pas, parfois c'est une manière d'ouvrir une porte qui va s'ouvrir et qui sera encore plus belle, parfois c'est ouvrir une autre porte. Et chercher des opportunités et nourrir sa capacité à avoir de la chance aussi. L'échec? Oui. Est-ce que du coup, tu aurais un exemple éventuellement de peut-être ton plus gros échec et comment tu as réussi à le gérer? Le plus gros, je sais pas, mais la première boîte qu'on a voulu monter, on voulait monter une entreprise dans le digital. Et je pense qu'on était... c'était pas rationnel, en fait, notre projet. Je pense qu'on avait beaucoup d'énergie à déployer dessus. Et on s'est rapidement aperçu que ça allait pas fonctionner, non pas parce qu'on croyait pas en projet, mais parce que la réunion de l'association entre les personnes n'était pas la bonne. Ça fait mal, en fait, de se dire qu'on n'a pas réuni les bonnes compétences, on n'était pas alignés en termes de valeurs pour faire un projet commun. L'idée, franchement, elle était top. Enfin, pour nous, elle était top. Mais on n'était pas alignés en termes de valeurs. On a dû très simplement se résoudre à abandonner le projet, à faire autre chose. Et sans cet échec, j'aurais pas monté ma boîte sur laquelle j'ai pu grandir pendant près de 10 ans. Et donc ça a été quoi la grosse différence entre les deux, la première qui a été un échec et la deuxième qui aujourd'hui fonctionne? La complémentarité des deux associés au départ, des valeurs communes et un projet commun. Et même si le projet s'est transformé tout au long de la vie de l'entreprise, c'est cet alignement qui nous a permis de dégager cette énergie. En fait, on travaillait même plus. En fait, on était le pro, le perso, l'amusement, le travail. Tout ça, c'était assez entremêlé, en fait. Grâce à le fait que l'association entre vous deux, ça soit une bonne association, c'est ça? Ouais, je pense que l'alignement en termes de valeurs et de projets et de complémentarité aussi, hein, de complémentarité technique, professionnelle, commerciale, on fait que on s'est lancé et ça a marché. Après, on a eu d'autres aventures, hein, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est pas facile, hein, l'entrepreneuriat. Mais c'est ce point de départ, en fait, d'alignement avec nos valeurs qui a fait que, ça y est, on était parti, quoi. Et comment tu trouves la bonne personne avec qui travailler? Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, c'est des choses qui se sentent, en fait. Je pense qu'il faut faire confiance à son feeling aussi. Je pense qu'on a trop peur d'être parfois trop rationnel. Ouais, et ce feeling, en fait, se dire, là, je le sens, en fait. Et tester. De toute façon, si tu testes pas, tu sais pas. Ouais, c'est vrai, carrément. Est-ce qu'il y a une mentalité, un état d'esprit que les jeunes devraient cultiver pour rester motivés malgré les obstacles? Toujours bosser. J'y reviens, mais c'est entre rester dans ton lit et attendre que ça se passe et faire quelque chose. Il se passe une grande différence. Si tu fais quelque chose, même tout petit, quoi. Si tu démarres par tout petit, il se passera quelque chose proportionnellement à ce que tu as fait. La mentalité, c'est avoir envie de bosser, essayer d'être passionné, être aligné avec ses valeurs. Ça, c'est en tout cas 3 choses qui me guident. Même si ce qu'on fait, c'est pas la bonne chose? Ouais, en fait, c'est pas... En fait, la bonne chose, c'est quoi? Tu fais un projet, tu lances une entreprise et finalement, ça fonctionne pas du tout, ou tes décisions n'étaient pas les bonnes. Est-ce que c'est ça, faire quelque chose? Ça arrive. Tu as 3 choses importantes quand tu fais un projet. Peu importe que ça marche ou que ça marche pas. Mais je pense que c'est les 3 clés du succès, c'est ça. C'est faire en sorte que les choses soient faites, prendre du plaisir, voilà, et avoir de l'ambition. Et son ambition, ça peut être aligné avec ses valeurs, ça peut être atteindre tel objectif qu'on se fixe, mais il faut de l'ambition, il faut cette envie, cette fougue.
Mais ça, sans le travail, sans le fait de faire vraiment les choses qu'on a dit qu'on faisait, et sans plaisir, ça marche pas, quoi. Pour moi, c'est la bonne combinaison. Est-ce que c'est la motivation le plus important? Non, c'est ces trois choses, quoi. Le plaisir, le travail, l'ambition. La motivation, tu la mets dans l'ambition. Ouais. Être motivé, c'est le résultat de ces choses-là pour moi, en tout cas. C'est quoi l'événement qui t'a apporté le plus de satisfaction dans ta vie, ou même la plus grande preuve de reconnaissance que tu as eue? Papa, je t'aime. C'est pas mal quand on est parents. Je pense qu'en fait, on met du sens pro et perso. Et quand je vois que mes enfants m'aiment, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau finalement. Alors, en termes professionnels, c'est d'atteindre certains objectifs, voir des clients contents, être recommandé par d'autres personnes qui apprécient ton travail, ton savoir-être. Ça fait du bien en termes de professionnel. Le sens que je donne finalement au travail, c'est mon équilibre aussi perso-pro. Je pense que ça, c'est aussi clé en fait. C'est clé pour tous ceux qui ont envie de travailler demain. C'est savoir être dans le juste équilibre du pro, du perso, du plaisir, du travail et parfois des contraintes. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est plus dur d'être entrepreneur que le salariat? Franchement, je te mentirais pas, entrepreneur, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Et c'est beaucoup de liberté aussi. La liberté, elle est contrainte par ton client. En fait, ton patron, ça devient ton client. Au-delà de ces contraintes, c'est un vrai plaisir, en fait, d'être acteur soi-même et de dépendre de personne. Et demain, ça sera à refaire? Ouais, sans problème. Ouais, sans problème. Est-ce que tu changerais quelque chose, peut-être? Non, parce que les échecs, les succès, en fait, faut les considérer comme un ensemble. Je serais plus attentif à des détails, mais c'est cet apprentissage, en fait, qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Peut-être que régulièrement, je me re-questionnerai chaque jour, est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Et est-ce que c'est aligné avec mes ambitions pour me mettre en mouvement, en fait? Demain, si tu dois donner un conseil à un étudiant qui veut devenir entrepreneur, vas-y, fonce. Ouais, fonce. Tu verras bien. Rester dans une peur ou un immobilisme, ça apporte pas, en fait. Il faut tester. Et puis, tu verras ce que ça t'apporte. Et ça apporte toujours quelque chose. Alors, tu sais pas quel chemin tu vas prendre, où tu penses qu'un chemin est bon, et en fait, tu t'es amené à bouger et à bifurquer, à pivoter. Au final, c'est cet apprentissage qui rend le parcours de l'entrepreneuriat super fun, en fait. Et tu dis, du coup, surmonter la peur. Et comment toi, par exemple, t'as fait pour le surmonter, la peur? S'entourer. Oui. Savoir identifier des personnes en qui tu as confiance, avec qui tu peux partager. Voilà, ne pas avoir peur de dire les choses qu'on ressent. En fait, on peut tout partager, et si en face, tu as une personne qui a cette capacité à soit te faire poser les bonnes questions, à t'interroger, ou à apprendre, à te permettre de prendre du recul ou t'interroger sur des situations, en fait, c'est ça qui fait grandir. Ça peut être dans ton entourage proche, un pote, ça peut être un réseau. Il y a des réseaux d'entreprises, des incubateurs qui permettent d'avoir ce recul et qui te permettent de grandir. Mais ouais, s'entourer, c'est clé. Aujourd'hui, ta perception du succès, elle a évolué, ou même tout au long de ta carrière? C'est super difficile, cette question. C'est quoi le succès? Est-ce que tu l'imaginais en tout cas différemment quand tu étais en école? Le succès, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu mets comme KPIs derrière, quoi. C'est monter une entreprise, avoir autant de salariés, être riche. Peut-être, c'est une composante de ça, mais c'est aussi être heureux, être toujours motivé,
voir quelle sera la prochaine étape. En fait, le succès, en fait, il est propre à chacun. Être heureux, à titre perso, moi, c'est un succès. Monter dans l'entreprise, c'en est un, mais la perception des autres, finalement, on s'en fiche. En fait, c'est est-ce que toi, tu es heureux dans ce que tu fais? Et finalement, le succès, c'est peut-être un peu niais de dire ça, mais c'est être heureux, quoi. Aujourd'hui, tu estimes que tu y es? Ouais, mais c'est un chemin, en fait. C'est pas un résultat, c'est un chemin, c'est un voyage. Donc, à des moments, tu es heureux, à des moments, tu l'es moins. Et en permanence, tu te questionnes pour savoir ce que tu dois atteindre ou ce que tu peux faire pour l'être. Et le succès en fait partie, ou la perception du succès en fait partie. Et voilà, elle peut être alignée avec ses valeurs dans un univers professionnel, être heureux personnellement. Et c'est cet équilibre-là qui est un savant mélange, en fait, qui est propre à chacun. Aujourd'hui, tu es dans le domaine donc, du CRM, du conseil, etc. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une opportunité que tu as saisie? Comment tu t'es lancé là-dedans? Ouais, j'y suis arrivé par hasard. En fait, comme je te l'ai dit, je suis arrivé... j'ai commencé en sortie d'école dans une boîte de conseil. Et puis, il y avait une solution qui sortait sur le marché, qui était... qui est aujourd'hui le leader du CRM. Et je me suis dit, tiens, enfin, je peux accompagner les entreprises, pas de manière théorique, mais vraiment de manière opérationnelle. Et la gestion de la relation client, ça m'a plu, en fait, parce qu'on pouvait transformer les entreprises, leur méthode de travail, très directement et concrètement dans l'entreprise. Et par le digital, pouvoir avoir des stratégies qu'elles soient commerciales ou marketing. Et ouais, ça m'a plu. Mais c'était un hasard. En fait, je serais tombé sur un autre domaine qui peut être technique, industriel ou autre. Finalement, j'avais pas de passion particulière au début. J'y suis arrivé un peu par hasard. Ouais, c'est pas forcément le domaine dans lequel tu es actuellement, c'est plus le fait d'entreprendre peut-être? Ce qui t'a plu? Au final, je pense que ce qui m'a plu, c'est le contact avec les gens. C'est peut-être ce dénominateur commun, en fait, dans le choix de ce que j'ai fait comme entreprise que j'ai créée. Dans le choix des personnes avec qui je m'entoure, c'est le lien entre les personnes. Et faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible. Ça pourrait être totalement autre chose, à condition que ce lien il soit de qualité entre les personnes, qu'elles soient collaborateurs, qu'elles soient partenaires, qu'elles soient clients. Là, demain, tu découvres un tout nouveau domaine, tu pourrais te lancer là-dedans sans forcément avoir une passion directe ou une connaissance directement du métier. Ouais, en fait, je pense que si tu rencontres des personnes avec qui tu sens qu'il y a quelque chose à construire, ça peut être un déclencheur pour créer une entreprise, pour reprendre une entreprise, pour développer un projet. Ça peut être voilà, une opportunité complètement différente, industrielle, manuelle, du moment qu'on sait allier la passion et le plaisir d'être avec les autres. Ouais. J'irai. Mais après, il y a un peu de rationnel aussi. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'offrir aussi pendant un parcours de vie pro durant une période. Et puis, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter, quoi. Mais tout ça, c'est résumé par voilà, le plaisir d'avoir un projet, d'être passionné. Et je leur dis, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Et demain, tu as un étudiant entrepreneur qui voudrait se lancer, il ne sait pas trop dans quoi se lancer. Qu'est-ce que tu lui dirais, cet étudiant? Suivre son instinct. Suivre son instinct, c'est écouter finalement les petits signaux qu'on peut avoir dans sa vie, ce qui nous fait du bien en tant que personne, en tant que dans les activités qu'on mène. Alors, on n'a pas toujours... et ceux qui ont des passions, c'est une chance. Il faut parfois aller creuser dans ces choses-là. Mais si on n'en a pas, en fait, c'est ouvrir des portes, rencontrer des gens, être curieux, ouvrir un livre, prendre sa voiture et aller
aller visiter quelque chose, il se passe toujours des choses. Et voilà, aller capter ces signaux en faisant quelque chose. Peu importe ce que c'est. Et ça suscitera, faire quelque chose suscite des émotions, ces émotions nourrissent des projets. Faire des choses, être actif. Être actif, jamais attendre que ça se passe. Comment est-ce que tu construis, tu maintiens cet esprit d'équipe dans ta culture d'entreprise? Quand tu crées une entreprise ou quand tu es dirigeant ou entrepreneur, en fait, t'es pas le chef en vérité. En fait, tu es l'accompagnateur ou le support de tes équipes. Je pense qu'il est aussi super important, quand je parlais du fait de bien s'entourer, c'est de s'entourer, mais en fait, des meilleurs. L'esprit d'équipe, c'est ça, en fait. C'est faire en sorte que chacun se sente bien, donc prenne du plaisir, prenne ses responsabilités, se mettent en action, et ça de concert avec les autres. Quand ça s'est réuni, c'est fantastique. Aller chercher le talent chez les autres. Je pense vraiment que c'est le collectif qui mène au succès des projets. L'entreprise, c'est entreprise, voilà, c'est plusieurs personnes qui vont de concert vers quelque chose. L'entrepreneur, je le vois un peu comme ça, en fait. C'est ce coach individuel et collectif qui fait que voilà, il y a réunion entre ces personnes. Souvent, on parle de surcharge technologique. On est beaucoup à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones. Est-ce que, déjà, ça t'est déjà arrivé de te faire la réflexion? Et puis, comment, du coup, tu gères ça personnellement? J'y pense, je prends des actions et parfois je replonge. C'est un peu comme un drogué, en fait. Ouais. On est souvent addict aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information. Je vais citer un bouquin, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ce bouquin, il est génial, il parle d'entrepreneuriat. Il explique qu'en fait, l'idée, c'est pas de travailler que 4 heures par semaine, mais faire en sorte que ça ne pèse que 4 heures de travail par semaine. Et il explique un truc qui est super important, c'est débrancher en fait des flux d'informations. Donc se couper du bruit en fait qui nous entoure. C'est super important. Il dit plein d'autres trucs super, mais organiser son travail, ses actions, créer des routines nous permet aussi de nous mettre en pilote automatique et prendre un petit peu de recul par rapport aux news et à ce qui peut nous encombrer l'esprit. Ouais. Tu as eu une technique particulière ou du coup ça s'est fait naturellement justement en lisant? Supprimer Facebook. C'est vrai? Ouais. Désinstaller totalement l'application. Et je pense que ça doit être comme arrêter de fumer, c'est qu'à un moment t'es comme ça en fait, on va m'envoyer un message, je vais louper quelque chose, un événement, et en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, rien ne se passe. Mais tu débloques une case dans ton esprit qui te permet de faire autre chose. Voilà. Et malheureusement, je pense qu'on est souvent invité à réinstaller une application, et puis il y a toujours quelque chose d'autre qui va nous appeler comme ça. Et je pense que c'est un conseil que je me donnerais à moi-même, mais aux autres, c'est allez, celui-là, je vais essayer de le débrancher. Juste mesurer le bénéfice que ça t'apporte et voilà, je perds du temps. Bah ouais, alors agis quoi, prendre son courage à deux mains et y aller. C'est un conseil, mais il faudra que je me l'applique aussi. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est une vérité commune. Hein. C'est un problème pour énormément d'entre nous. Hein. C'est quoi la compétence, si tu devais en retenir qu'une, la compétence la plus importante que tu as développée pendant ton projet et puis ta vie professionnelle? Je sais pas si c'est une compétence, mais pour moi, c'est ce qui guide tout, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est essentiel. Tu peux tout apprendre. Tout ce qui est savoir-faire ou savoir technique, tout s'apprend. Identifier là où t'es bon et t'es moins bon, il n'y a pas de problème. Mais le savoir-être, c'est quelque chose qui se cultive et qu'on a de manière aussi un peu innée. Mais je pense que c'est ce qui est le plus important, personnellement, et puis quand tu t'entoures. C'est pour moi une des compétences clés que je recherche quand je recrute ou quand je veux mener des projets à bien. Ouais. Avec les clients, dans le domaine social. Oui, et puis je pense qu'on a aussi, et c'est normal, on est tous différents, on a des territoires qui sont différents. On va être soit
très structurés, méthodiques, d'autres plus créatifs. Et en fait, on a ces distances qui sont là, en fait, qu'il faut simplement identifier et puis être dans des territoires de jeu communs, partageant en fait une compréhension mutuelle, des valeurs communes, mécaniquement accélère en fait la mise en œuvre de projets. Ça ne veut pas dire être pareil, ça veut juste dire avoir des référentiels et des valeurs communes qui permettent d'avancer. Tu parlais de créativité. Oui. Est-ce qu'elle a une place dans ta vie professionnelle ou pas spécialement? Voilà, on est tous, je pense on est tous un peu créatifs ou le créatif de l'autre. Je le suis pour certains, je le suis pas du tout pour d'autres. On va dire que être créatif te permet en fait d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, en fait, d'essayer un peu différemment les choses. Je pense que elle est là ma part de créativité. Donc plus dans le domaine entrepreneurial que... Ouais, plus entrepreneurial. Après, j'ai pas de talent graphique. Il y a plein de compétences que j'ai pas en termes de créativité et on peut la positionner à différents endroits. Je pense qu'on peut être créatif dans les idées et puis la manière d'apprendre aussi le lien avec les autres. Je pense être dans ce domaine-là. Comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu as une technique, un outil ou alors une routine éventuellement? Ouais, j'ai des outils. Hein. C'est pas forcément organisé là-haut, mais dès que c'est noté, c'est plus clair. Le CRM pour suivre ses clients, ses contacts, ses affaires, ses tâches. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. C'est vraiment, tu peux expliquer ce que c'est pour un grand public? Le CRM, c'est un outil de gestion de relations clients qui permet de stocker en fait toutes les informations de ses interactions avec les clients. Donc c'est la fiche d'identité d'une entreprise, des contacts, mais également le suivi de l'affaire. Et ça permet de collecter toutes les interactions type email, appel, envoi de devis, etc. Et bien plus. Le fait d'avoir un endroit qui te permet de travailler avec méthode pour tes clients, structure en fait. Structure à la fois ta pensée, ton organisation et tes méthodes. Ça pour moi c'est essentiel. Et c'est ce que je fais au quotidien pour mes clients. L'autre chose c'est la gestion de projet. C'est ok, maintenant par quoi je commence, par quoi je finis et quels sont l'ensemble de ces étapes. Donc il y a des méthodes de gestion de projet, notamment l'agile, qui aide à structurer l'accompagnement de projet. Et après, il y a plein d'outils qui permettent de suivre ces tâches. Et je pense que ce qui est quand même essentiel, c'est de noter les choses, quoi. Oui. De déposer en fait les choses. On a souvent plein de trucs en tête et c'est impossible en fait de tout garder en tête. Donc les déposer quelque part pour après l'organiser, je pense que c'est essentiel. Est-ce que tu pourrais donner un conseil pour les jeunes pour trouver un équilibre entre prendre des risques et bien planifier leur projet entrepreneurial? Déjà, pas avoir peur. Parce qu'avoir peur, c'est une preuve d'humilité face au risque. Mais être conscient, savoir identifier en fait... pas peur d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, ouais, tu l'as bien dit. Okay. Mais avoir peur, c'est une forme d'humilité. Une humilité par rapport à la compétence et au chemin à parcourir. Mais concrètement, une fois que cette peur est identifiée, mais que le projet est là, c'est identifier les choses à faire. Et y aller, en fait. J'ai pas une compétence technique, je vais rechercher une compétence technique. J'ai pas de compétence commerciale, très bien. Je vais voir qui peut m'aider à vendre mon projet. J'ai pas d'argent, comment je peux financer mon projet? Ouvrir des portes. Et vraiment s'entourer, en fait. Plus on va communiquer autour d'un projet, plus en fait on va rationaliser sa peur et entreprendre. Donc tu veux dire que les risques, c'est surtout la peur et pas des vrais risques fondés, c'est ça? Ouais, en fait, la peur, elle est assez naturelle, mais elle permet d'être appréhendée quand on identifie en fait les problèmes. C'est dire, ok, mais de quoi j'ai peur? Ok. Est-ce que ça, c'est rationnel?
qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette problématique qui m'effraie. Et souvent, en questionnant, en s'entourant, en demandant aux autres, en fait, on permet de rationaliser tout ça. En fait, notre cerveau, en fait, il nous dit stop, warning, warning, t'es hors de ta zone de confort, donc reste bien dans ta zone de confort. Mais c'est justement quand on identifie ses peurs qu'on se dit ok, là je suis en dehors de ma zone de confort, donc j'avance. Donc j'ai fait ce +1. Et ce +1, en fait, s'il est entrepris, s'il est aussi partagé, il permet en fait de redescendre la pression ou cette peur avec humilité en fait et dire ok, c'est quoi ma prochaine étape? Quel est mon +2? Ok, j'ai peur, ok, comment je le structure? Et voilà, et ainsi de suite. C'est pas à pas en fait. C'est si tu vises 1000, faut commencer par 1. Et 1000, ça fait peur. 1, c'est plus abordable. Je te parlais de course tout à l'heure. Je fais des marathons. Là, comme ça, 42 km, c'est beaucoup. Ça fait peur. Mais je peux faire 1 km. Puis quand j'en ai fait un, je peux en faire un deuxième. Et ainsi de suite. Et l'entrepreneuriat, c'est ça pour moi. On se met plein de freins, en fait, à faire des trucs. Mais ces freins, en fait, elles nous empêchent d'avancer. Mais c'est un truc de fou. Ouais. Et l'exemple du marathon, c'est exactement ça. C'est, l'objectif, il est incroyable. Mais il est incroyable, mais pas insurmontable. Parce qu'en fait, si je fais 1 kilomètre, ça va, en fait. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est tous ces petits pas qui te permettent de choisir. Mais 1 kilomètre vaut mieux que 0. Si t'en fais 15, c'est très bien, en fait. T'auras déjà fait 1 kilomètre. Ne demande pas d'en faire forcément 42. Tu t'es mis en tête que tu voulais faire 42. Mais si t'en fais 36, ce sera trop cool aussi. Tu vois? Ouais, carrément. Peut-être que t'en feras 80. On verra. Ouais, tu veux dire être content déjà d'avoir fait 1 kilomètre. C'est savourer, quoi. Savourer chaque toute petite étape. C'est trop cool. Ouais, c'est vrai. Et puis, parfois, t'as mal. Ouais, parfois, t'as un caillou dans la chaussure. Parfois, tu dois aller moins vite. Et c'est ça qui est à découvrir, en fait. Ouais. C'est génial. Et la prochaine fois, tu vérifieras s'il y avait un caillou dans ta chaussure avant de partir. Et c'est ça. Et peut-être que tu referas mieux ta lacet. Et puis, tu prendras tu apprendras la chose différente. Peut-être que pour aller plus vite, tu changeras de paire de godasses aussi. Tu vois? Ouais, mais ouais, non, c'est... Je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, mais y aller, quoi. Et si t'as envie, vas-y, en fait. Tu fonces, On a tendance parfois à oublier de savourer le parcours. Ouais, et puis pas se poser de questions, ça te permet de déclencher. J'y vais, puis on verra bien. Ouais. Puis au final, c'est quoi le risque, en fait? Ouais, c'est vrai. Hein. C'est quoi le risque? Bon, au pire, je redémarre, je fais autre chose. Merci beaucoup, Emilien. Merci. Merci beaucoup, c'était super. Avec plaisir. Franchement, très intéressant. Cool.